Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, la campagne présidentielle du 12 avril lancée au Bénin pour succéder à Patrice Talon qui achève ses 2 mandats, un duel entre candidats du pouvoir et opposition dite modérée. Un scrutin néanmoins marqué par l'absence du principal parti d'opposition exclu de la course faute de parrainage. La mort d'au moins 5 civils mauritaniens au Mali. Nouakchott exprime sa profonde inquiétude. Le gouvernement mauritanien appelle, je cite, les autorités maliennes à mettre un terme à ces exactions répétées qui visent depuis 4 ans les Mauritaniens au Mali. Explication à suivre dès le début de ce journal. Et notre focus de ce samedi soir concerne la drogue en Afrique de l'Ouest, qui est devenue ces dernières années à la fois une zone de transit, mais aussi de consommation massive de drogue, cocaïne d'Amérique latine, drogue de synthèse, crack. Les saisies se multiplient depuis plusieurs années, mais derrière ces flux, une réalité inquiétante, une jeunesse de plus en plus exposée et des États débordés. Alors comment la région est devenue un hub mondial du trafic et quelles conséquences pour les sociétés? Décryptage avec Mohamedou Kane, analyste à la Global Initiative Against Transnational Organized Crime. Et on ouvre ce journal en allant au Bénin alors que la campagne de la présidentielle vient de se lancer pour le scrutin du 12 avril prochain. Le président Patrice Talon, au pouvoir depuis 10 ans, termine ses 2 mandats et les candidats retenus entrent pleinement dans l'arène avec les stratégies et des moyens très différents. D'un côté, le candidat du camp présidentiel, Romuald Wadani, et de l'autre, Paul Oungpé, son challenger qui se déclare, lui, de l'opposition modérée au Bénin. Emmanuel Sodji. Oui, la campagne est désormais lancée et elle révèle déjà 2 styles bien différents. Alors, on parle d'abord de celui que l'on attendait sur le terrain. Paul Oungpé, c'est le principal challenger du candidat du pouvoir. Il a 56 ans, ancien instituteur, ex-proche de l'ancien président Boni Yayi. Il se présente comme un opposant modéré pour le parti FCE. Et pour être candidat, eh bien, il a dû obtenir des parrainages du camp présidentiel et il a lancé sa campagne en présentant son projet de société. Un projet très axé sur le social. Alors son idée, eh bien, c'est de proposer une autre façon de gouverner, plus proche des gens, avec plus de dialogue. Le développement doit d'abord être humain. L'utile doit venir avant l'agréable. Il faut choisir une autre direction, qui sera la direction de la prospérité partagée. En face, la dynamique est tout autre. Romuald Wadani a lui choisi de lancer sa campagne loin de Cotonou, dans l'extrême nord du pays, dans le département de la Liborie. Kandi, Banikwara, Segbana, et ce samedi, il est dans le département du Borgou, c'est toujours au nord. Les meetings s'enchaînent pour lui au pas de course. Le ministre de l'économie et des finances, 49 ans, c'est le dauphin du président Patrice Talon, expert comptable de formation. Il est l'un des principaux architectes des réformes économiques qui ont été menées dans le pays depuis près de 10 ans. L'action publique dans cette nouvelle phase aura pour objectif de s'attaquer à la pauvreté de masse. Le scrutin est prévu le 12 avril prochain. On passe à cette histoire entre le Mali et la Mauritanie et le ton qui monte. Nouakchott accuse une nouvelle fois le Mali d'exactions contre des civils mauritaniens à la frontière entre les 2 pays. Au moins 5 victimes civiles, précise le communiqué officiel mauritanien. Serge Daniel, vous êtes notre correspondant régional. Comment expliquer ce regain de tension alors qu'après les précédents incidents, on espérait plutôt un apaisement de la situation? Alors, il faut savoir que entre le Mali et la Mauritanie ont une frontière commune qui s'étend sur plus de 2000 kilomètres et c'est à la frontière qu'il y a des problèmes. Le dernier problème en date, ça s'est passé dans un village malien près de la frontière de la mauritanienne. Et le gouvernement mauritanien, dans un communiqué, a parlé d'incidents de sécurité graves et a accusé quasiment, clairement, les forces de sécurité du Mali d'avoir agressé, d'avoir fait victime de au moins 5 ressortissants mauritaniens et que c'était des civils. Alors, côté du Mali, il n'y a pas de réaction officielle pour le moment. Mais nous avons pu interroger une source militaire qui explique qu'en réalité, les forces de sécurité du Mali étaient plutôt à la frontière en territoire malien, étaient allés
mener une opération anti-djihadiste. Donc, des djihadistes neutralisés selon le Mali, des civils tués selon la Mauritanie, et ça fait deux versions des faits. La Mauritanie qui dit que ce n'est pas la première fois que ça se passe et que depuis au moins 4 ans, les forces de sécurité maliennes commettent des exactions sur des populations civiles mauritaniennes. Quand on interroge plusieurs observateurs dans la sous-région, les observateurs disent attention, ça évolue en dents de scie. Si les deux pays ne s'entendent pas, ne décident pas de s'asseoir pour régler définitivement le problème, le pire peut arriver. Merci Serge Daniel pour ce décryptage. L'Union africaine a refusé de soutenir la candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Une vingtaine d'États membres, dont le Sénégal lui-même, ont opposé leur veto à cette initiative portée par le Burundi. Un revers politique pour l'ex-président sénégalais sur fond de relations tendues avec les nouvelles autorités à Dakar. Elimane Ndao nous en dit plus. Selon une note de la Commission de l'Union africaine, 20 États, parmi lesquels le Sénégal, ont opposé leur veto à la candidature de l'ancien président sénégalais Macky Sall au poste de secrétaire général de l'ONU. Le Sénégal qui s'exprime ainsi sur ce sujet pour la première fois à travers une lettre de sa mission diplomatique auprès de l'Union africaine. Une mission qui précise que le Sénégal n'a à aucun stade endossé cette candidature et n'a pas été associé à l'initiative y afférente. La mission poursuit en disant, je cite, « Dans ces conditions, le Sénégal ne saurait être partie prenante de cette démarche. La candidature de l'ancien président sénégalais Macky Sall sera ainsi endossée par le Burundi, dont son président Évariste Ndayishimiye est l'actuel président de l'Union africaine. Le camp de Macky Sall a également réagi à travers un communiqué dans lequel il précise que 35 États membres sur les 55 États de l'Union africaine n'ont pas émis d'objection sur l'adoption du projet de décision. Le pôle de communication de Macky Sall affirme ainsi que la candidature déposée depuis le 2 mars reste ainsi maintenue. Et l'autre actualité sénégalaise se passait à Paris. Les Lions de la Teranga ont présenté leur trophée de la Coupe d'Afrique des Nations devant les supporters en liesse. Une célébration portée par la diaspora malgré l'invalidation du titre par la CAF et les menaces juridiques venues du Maroc et sur la pelouse. Emmenés par Kalidou Koulibaly, les joueurs ont fait vibrer un stade transformé en véritable fête sénégalaise. Et côté match, les Lions se sont imposés 2-0 face au Pérou. La justice ivoirienne a relaxé Kalis Yapo, cadre du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, poursuivi pour ses critiques contre la décision du Conseil constitutionnel. Le tribunal a rejeté les accusations malgré une peine de 3 ans de prison avec sursis requise par le parquet. Une décision qui intervient dans un climat politique tendu marqué par des tensions post-électorales en Côte d'Ivoire. Couvre-feu commercial au Caire pour faire face à l'explosion des coûts énergétiques liés à la guerre au Moyen-Orient. Magasins, restaurants et centres commerciaux devront fermer plus tôt, tandis que l'État cherche à réduire sa facture de gaz qui a triplé. Une mesure d'urgence dans un contexte de crise économique aggravée en Égypte. Allez, on passe à notre focus de ce samedi soir et on s'intéresse à l'explosion du trafic de la consommation de drogue en Afrique de l'Ouest. Depuis la fin des années 2010, la région s'est imposée comme un point de passage stratégique entre l'Amérique latine et l'Europe, avec une hausse marquée des saisies, mais elle est aussi devenue un marché local en pleine expansion, notamment dans les drogues bon marché comme le crack ou le tramadol. Conséquence, système de santé sous pression, corruption, fragilisation des États. Pour en parler, nous recevons Mohamedou Kane. Il est analyste à la Global Initiative Against Transnational Organized Crime. Merci à vous et bienvenue dans le JTA. Depuis plusieurs années, l'Afrique de l'Ouest est devenue un hub majeur de trafic de drogue. Expliquez-nous ce qui explique ce basculement, justement. Bonsoir et merci beaucoup pour l'invitation. Alors, ce n'est pas un phénomène spontané, hein, donc c'est carrément un processus
d'adaptation qui s'est opérée depuis une dizaine d'années et malheureusement qui s'est accentuée depuis 2019 et qui a malheureusement coïncidé avec un boom au niveau de la production de la cocaïne en Amérique latine. Et on parle aujourd'hui de plus de 2000 tonnes produits en Amérique latine. Et toute cette drogue doit être expédiée en Europe ou bien dans les zones de consommation. Et malheureusement, ces dernières années, on a remarqué qu'il y a une intensification de la surveillance et la multiplication des saisies sur cette route, cet axe qui lie l'Amérique latine à l'Europe via l'Atlantique du Nord. Donc, les réseaux criminels ingénieux qu'ils sont et très opportunistes ont pensé à l'Afrique. Donc, c'est ainsi que l'Afrique a été choisie comme étant une route alternative et ça se comprend également au regard de sa position géographique. Donc, l'Afrique de l'Ouest est à mi-chemin entre ces États producteurs de cocaïne et également des pays européens qui sont par excellence des pays qui consomment le plus de cette cocaïne. L'autre point important. Oui, allez-y. Oui, je voulais dire l'autre point important, un facteur important à souligner, c'est le développement rapide actuellement des infrastructures portuaires et l'expansion de la connectivité dans certains pays comme le Sénégal, le Ghana ou la Côte d'Ivoire, où ces États ont actuellement une forte connexion avec les États européens. Et plus les ports sont donc modernisés, Développés, plus modernisés. ils sont vulnérables. Alors, expliquez-nous justement le développement. Monsieur Khan, alors excusez-moi, mais expliquez-nous justement comment ça s'organise. On va essayer d'être un peu pédagogique dans ce focus. Comment ça s'organise ce trafic aujourd'hui, notamment dans les routes maritimes dont vous parlez, que ce soit au Sénégal ou en Guinée-Bissau? Concrètement, comment ça s'organise? Alors, il faut savoir d'abord que la cocaïne, la majorité en tout cas, est trafiquée par voie maritime. Et la source principale est le Brésil. Donc, le Brésil, ça peut être la Colombie, le Venezuela, mais nos recherches montrent effectivement que la cocaïne, la plupart du temps, quitte effectivement le Brésil, soit par conteneur ou même non conteneurisé. Très souvent, c'est par différentes méthodes. Donc, une fois que la cocaïne arrive au niveau des pays côtiers, donc qui ont la façade maritime, je peux citer par exemple le Sénégal, la Sierra Leone, la Guinée-Conakry. Une fois que cette drogue est débarquée, donc soit elle est acheminée directement par d'autres navires qui partent vers l'Europe, ou bien elle est d'abord débarquée, stockée avant d'être réexpédiée par voie, soit ça peut être maritime, je l'ai dit tout à l'heure, mais également ça peut être par voie aérienne à travers des mules, mais également par voie terrestre. Il passe très souvent par les routes sahéliennes, les corridors sahéliens qui mènent directement vers l'Europe. Alors, vous insistez, et on l'a vu dans le rapport aussi, mais qu'il y a aussi des facteurs internes. Dites-nous quel rôle joue la gouvernance et la corruption dans l'installation de ces réseaux? Effectivement, on a parlé de la corruption qui est quand même intrinsèquement liée au trafic de cocaïne. Donc, c'est pas un aspect spécifique à l'Afrique de l'Ouest. Donc, tous les pays actuellement où la cocaïne passe, donc il y a la corruption. Et naturellement, je le disais tout à l'heure, donc la cocaïne passe par voie maritime et très souvent les réseaux criminels, ils réussissent à infiltrer nos États. Donc, à capter certains acteurs appelés acteurs intégrés à l'État. Ça peut être des autorités au sein des ports, au sein de l'aéroport, ou bien même des magistrats qui peuvent peut-être bloquer les enquêtes. Par contre, s'ils passent par le port, ils sont obligés d'acheter leur protection. Et là, nous savons que la cocaïne brasse énormément d'argent. Donc, une partie de cet argent est effectivement remise à ces autorités pour pouvoir faire entrer la cocaïne sans inquiétude majeure. Monsieur Khan, alors très rapidement, j'aurais deux questions rapides, mais une sur l'explosion de la consommation locale. Qu'est-ce qui a changé ces dernières années et quelles sont les conséquences justement de cette explosion de consommation locale? Effectivement, on a noté une explosion de la consommation
la cocaïne d'abord. Donc avant, on parlait plutôt des quartiers UP de Dakar, Almadies, Sacré-Cœur. Si vous prenez l'exemple de la Guinée-Conakry, par exemple, Kipel-Lambani. Donc au début, c'était vraiment cantonné dans ces quartiers UP. Et progressivement, on note une présence assez remarquée de la cocaïne dans les centres urbains, par exemple. Mais ce qui est le plus inquiétant aujourd'hui, c'est la montée en puissance de la consommation du crack qui est un dérivé de la cocaïne. Donc, c'est en forme de pierre qui est aujourd'hui très répandue, consommée par la jeunesse sénégalaise, guinéenne. Au cours de nos recherches, de nos entretiens, nous avons eu à parler à effectivement des usagers qui nous ont dit effectivement ce qui leur inquiète le plus, c'est la féminisation de la consommation du crack. Et tous les usagers, disons la majorité des usagers qui ont été interrogés ont confié avoir commencé, par exemple, à consommer le crack sous l'influence des filles. Donc, on parlait de là, de la féminisation de la consommation du crack. Mais ce qu'il faut également peut-être rappeler, c'est... Très rapidement, Monsieur Kane. Exposition, voilà, de la consommation des drogues de synthèse telles que la méthamphétamine, le couche, le tramadol, l'ecstasy, appelé également volet au Sénégal. Donc, ces drogues très accessibles font fureur dans beaucoup de pays et malheureusement, on fait beaucoup de morts, des milliers de morts dans nos pays. Merci beaucoup, Mohamedou Kane. On en reparlera certainement dans le Journal de l'Afrique. C'est la fin de ce journal. Merci à tous et rendez-vous très bientôt pour un nouvel édition. Merci. Cette semaine dans Reporter, nous vous emmenons en Espagne. C'est ici qu'en 1928 a été fondé l'Opus Dei, un mouvement catholique ultra-conservateur qui s'est infiltré dans toutes les sphères de la société espagnole, écoles, universités, hôpitaux. Cette université est liée à l'Opus Dei, tu le savais ? Non, ça ne se remarque pas. Ici, il se concentre surtout sur ta formation professionnelle, pas tant sur ta manière de penser. Ces dernières années, les scandales se multiplient au sein même de l'organisation. On te manipule tellement que tu obéis à tout ce qu'on te dit sans jamais te poser de questions. Pourtant, l'Opus Dei reste extrêmement puissante en Espagne. Alors comment y parvient-elle? C'est ce que nous avons essayé de comprendre. Opus Dei, l'Espagne sous influence. À voir sur France 24.